Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Aujourd'hui, on va parler d'un actif ou plutôt d'une classe d'actifs que les moins de 30 ans ne connaissent pas, ce sont tout simplement les obligations. Il y a bien longtemps, un portefeuille était considéré comme équilibré quand il contenait 60% d'actions et 40% d'obligations. Et aux États-Unis, un portefeuille 60-40, c'était vraiment le moyen standard de préparer sa retraite. On entendait aussi parler de la règle Your Age in Bonds, votre âge en obligations, donc 20% à 20 ans, 40% à 40 ans, etc. etc. Et si vous allez sur le site par exemple de JP Morgan ou de beaucoup d'autres institutions, vous allez trouver leur modèle d'allocation et on trouve encore de gros pourcentages de leur portefeuille en obligations. On voit que leurs portefeuilles modèles ont parfois 50% d'obligations, d'autres fois 40%, d'autres fois 25% en fonction du risque que sont prêts à prendre les clients. Mais on voit que historiquement, les obligations, ça a toujours été une classe d'actifs très importante. Et si vous utilisez un robo-advisor pour épargner, en général au travers d'une assurance vie, il est probable qu'une part importante du portefeuille soit aussi en obligations. Et c'est vrai que les obligations, elles ont toujours fait partie du portefeuille standard, si vous voulez, qu'on trouve en finance. Et si vous avez fait des études justement de finance et encore plus de gestion de portefeuille, vous vous souvenez que tout tourne autour de cette idée de trouver le meilleur couple rendement-risque, et notamment en mixant actions et obligations. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons les banques centrales qui rachètent massivement les obligations d'État et on a donc, c'est de notoriété publique, une bulle sur les obligations qui ne rapportent plus rien. Et c'est vrai que c'est l'inverse de ce qu'on veut habituellement parce qu'on veut détenir des obligations quand les taux sont élevés et sont susceptibles de baisser et pas l'inverse puisque les obligations montent quand les taux baissent et inversement. Et on est exactement dans la situation inverse aujourd'hui où les taux sont bas, extrêmement bas, vraiment au plancher et ne peuvent a priori que remonter ou bien rester à ce niveau-là pendant encore un certain temps. Alors si je demande à quelqu'un de moins de 30 ans, il ne va pas avoir le problème d'avoir un portefeuille qui est 100% en actions et ou en crypto-monnaie. Mais en fait, je parle ici de portefeuille, mais il faudrait plutôt raisonner en termes d'épargne et de patrimoine. Et c'est vrai que si on demande à quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais il va avoir envie de stabiliser son patrimoine. On ne peut pas avoir un patrimoine qui est 100% en actions jusqu'à la veille de sa retraite. Le risque va être trop élevé. On parle de stabiliser le portefeuille et c'était justement ça l'intérêt des obligations et notamment des obligations d'État dans un portefeuille. Ça permet de stabiliser le portefeuille pour deux raisons. Déjà, elles sont moins volatiles à la base et elles sont décorrélées, voire inversement corrélées avec les actions. Mais ça, c'était avant. Et c'est ça le deuxième problème. On a vu le premier problème, les obligations sont trop chères, les rendements sont vraiment au plancher. Et le deuxième problème, c'est que cette fameuse décorrélation entre actions et obligations, voire même mieux une corrélation inverse entre actions et obligations, c'est quelque chose qui est terminé. Pourquoi? Parce qu'on a maintenant les actions qui sont valorisées extrêmement chères et les obligations qui, en même temps, sont valorisées extrêmement chères. Et de quoi a peur le marché en ce moment? Le marché a peur qu'il y ait une inflation durable. On est dans une inflation pour le moment court terme et la grosse question c'est combien de temps va durer cette inflation. Et si on est dans une inflation long terme, on sait très bien que ça va faire remonter les taux d'intérêt et donc baisser les obligations. Donc si on essaye aujourd'hui d'acheter les obligations pour protéger son portefeuille actions, ça ne va probablement pas marcher. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on veut avoir un portefeuille équilibré? On a cette ancienne part d'obligations qui est de 20, 30, 40% selon votre choix, dont on doit faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on met tout en cash? Ou est-ce qu'au contraire, à l'inverse, j'ai envie de dire, on va tout mettre en action? Et tout mettre en action, c'est ce qu'on appelle depuis plusieurs années TINA, There is no alternative, il n'y a pas d'autre alternative. Et pourtant, en cherchant, on peut essayer d'en trouver d'autres, des alternatives. Alors on va raisonner en fonction du risque. Si vous êtes vraiment très très prudent, ou par exemple si vous êtes proche de la retraite, la meilleure alternative, ça reste quand même tout ce qui est produits monétaires, fonds en euros, livrets, surtout si vous avez encore des fonds en euros et des livrets qui donnent des rendements intéressants. Donc vous allez garder un risque qui va être similaire à l'ancien portefeuille équilibré 60-40, voire même mieux, vous allez abandonner un peu de risque, mais vous allez aussi devoir abandonner du rendement. Si vous voulez augmenter votre part action, typiquement parce que votre ancienne part obligation ou monétaire était en fonds en euros et ne rapporte quasiment plus rien. Gardez en tête que placer la totalité de son épargne en action va augmenter la volatilité et le risque de votre patrimoine. Et en fait, vous pouvez limiter cet impact en investissant effectivement en actions, mais dans les secteurs les plus défensifs, la santé, ce qu'on appelle les utilities, c'est-à-dire les fournisseurs d'eau ou d'électricité comme Veolia, EDF,
Enel, Endesa, etc. Ou bien encore dans les entreprises de consommation de base comme Nestlé, Unilever, Danone. Si vous privilégiez un petit peu ces secteurs, notamment dans la part que vous augmentez, vous allez avoir des titres qui vont être globalement moins volatiles et qui vont avoir des résultats beaucoup plus stables que d'autres secteurs. Bien sûr, je vous le rappelle, mais c'est une évidence, si vous aviez toute votre épargne en actions, il faut diversifier au maximum les secteurs et les pays. Mais si on considère que la part obligation, notamment obligation d'État des portefeuilles d'avant, c'était une espèce d'assurance, c'est pas parce que votre prime d'assurance augmente qu'il faut soit supprimer totalement l'assurance ou bien alors qu'il faut prendre plus de risques, typiquement en mettant la totalité en action. Si on veut rester dans les produits obligataires ou monétaires, il reste quand même quelques possibilités. Le plus simple, c'est quand même de regarder du côté des ETF, parce qu'investir directement dans des obligations pour les particuliers, on va dire que c'est compliqué. Et ce qui reste pour trouver un petit peu de rendement du côté des obligations, vous allez avoir déjà tout ce qui est obligations indexées à l'inflation, qui ont souvent la mention Inflation Linked ou bien TIPS pour Treasury Inflation Protected Securities. Donc cette fois-ci, elles n'ont pas forcément un énorme rendement, mais vous savez que si l'inflation repart d'une manière durable, ces obligations vont profiter donc de cette inflation. Et puis, si vous voulez aller chercher du rendement sur les obligations, vous pouvez toujours vous retourner vers les obligations d'entreprise, les corporates ou bien les obligations des marchés émergents, mais évidemment avec le risque qui va avec. Alors, si on regarde comment font les pros qui sont investis pour les retraites. Les plus gros fonds de retraite aux États-Unis et ceux qui sont souvent les plus réputés, ça va être les fonds américains des universités. Par exemple, l'université de Yale gère 312 milliards de dollars de retraite. Et ils n'ont que 6% en cash et en obligations dans leur portefeuille. En fait, leur plus grosse position, et on voit les targets ici pour 2021, ça va être dans des hedge funds ou bien du private equity. Alors c'est sûr, c'est compliqué pour un particulier aujourd'hui de copier ce type de portefeuille. Il est quasiment impossible d'investir dans un hedge fund. Le private equity, c'est possible mais compliqué. Mais il faut avouer que c'est quand même relativement facile aujourd'hui d'investir dans plusieurs classes d'actifs pour un particulier. On a toujours l'immobilier papier qui est très accessible. On a les matières premières au travers d'ETF ou plutôt d'ETP, mais c'est quasiment la même chose qui sont accessibles. On a bien sûr les métaux précieux comme l'or, etc., etc. Alors ça fait très longtemps que je trouve que les politiques des banques centrales, elles sont complètement aberrantes et très dangereuses. Et une de ces raisons, alors il y a plusieurs raisons, notamment monétaires, mais une de ces raisons, c'est le fait que ça pousse tous les investisseurs professionnels et encore plus particuliers à sortir de tout un segment qui était relativement sûr, enfin tellement sûr qu'on les appelait des actifs sans risque, qui sont les obligations d'État, pour aller vers les actions, l'immobilier et pour certains les crypto-monnaies. Et donc on a toute cette masse d'investisseurs qui est investi dans des actions qui sont quand même très fortement valorisées, dans l'immobilier qui est aussi très fortement valorisé, et dans les crypto-monnaies qui ont rebaissé, mais qui sont quand même à des niveaux relativement importants. Et c'est ça qui est très frustrant aujourd'hui pour un investisseur, c'est qu'on se retrouve avec des classes d'actifs qui avant étaient plutôt décorrélées, on va dire actions, obligations, matières premières, immobilier, etc., qui sont maintenant totalement corrélées, qui bougent totalement ensemble, et qui sont donc à des niveaux tous de valorisation qui sont extrêmement élevés. Donc on a l'impression d'avoir un peu les mains liées et de plus avoir le choix du niveau de risque qu'on veut prendre. Donc en gros, c'est soit du cash, soit des actifs risqués, et on a perdu toute une partie en fait d'investissement qui était dans cette zone intermédiaire où on pouvait quand même avoir du rendement sans risque ou à très peu de risque. On est donc dans une situation qui pour moi est assez difficile, je trouve, pour les investisseurs, parce que dès qu'on essaye de chercher en dehors des actions, finalement on fait un petit peu le tour et puis on retourne sur les actions parce que ça reste quand même la classe d'actifs qui a le plus de potentiel à long terme, mais on a toujours cette interrogation à court terme de ce que vont faire les banques centrales, de ce que va faire l'inflation, et on a l'impression qu'on n'a un peu aucune échappatoire. Et vous maintenant, dites-moi comment vous faites pour bien gérer votre risque avec d'un côté du cash qui non seulement ne rapporte rien, mais coûte même avec l'inflation qu'on voit en ce moment, et de l'autre côté des actifs risqués qui sont tous à des niveaux de valorisation élevés, je le répète, que ce soit les actions, l'immobilier, les cryptos, etc. On a l'impression qu'on n'a pas d'alternative à tout ça. Voilà pour aujourd'hui, merci encore de votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, de cliquer sur la petite cloche sur YouTube pour être prévenu des futures vidéos, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.